La fiscalité Macron prend peu à peu forme. Après plus d'un an passé au pouvoir, une tendance se dégage. Le président alourdit les charges pesant sur les classes moyennes et les petits propriétaires et favorise les fortunes nomades et purement financières. Alors que le gouvernement avait promis une baisse de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, le résultat n'est pas au rendez-vous pour tous. En cause, l'augmentation des taxes dans de nombreuses communes. Largement soutenu lors de l'élection présidentielle par les chrétiens évangéliques, le président américain est lié à ce segment électoral. Spécialiste des questions nord-américaines, Evelyne Josselin nous éclaire sur cet aspect du mandat Trump. Madame, monsieur, bonsoir. La fiscalité Macron, une fiscalité toujours au profit d'une élite plus cosmopolite, s'attaquant aux possédants immobiliers et favorisant les nomades et les détenteurs d'actions. La nouvelle équipe en place est finalement devenue l'ennemi de toute la classe moyenne. Plus d'impôts, plus de CSG, la mise en place de l'impôt à la source. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron aux manettes, les contribuables sont mis à rude épreuve. Souvent décrit comme libéral, le président de la République défend en réalité une certaine forme de libéralisme, mais qui ne profite qu'à certains. Les happy few du monde d'après, traders, détenteurs de biens mobiliers et financiers, quadragénaires, urbains, CSP++, sans enfants, une fiscalité qui n'est d'ailleurs globalement pas comprise par les Français. Écoutez, c'est un grand capharnaüm, on n'y comprend pas grand-chose. Les contribuables, d'un côté, sont taxés avec les augmentations type la CSG, le prélèvement de l'impôt à la source, qui est une autre manière d'organiser les choses. Bref, on voit un peu de tout dans tous les sens et on ne comprend pas bien où est-ce qu'il va. D'un côté, on a ces taxes-là supplémentaires. Je rappelle quand même le contexte, c'est que depuis 2012, les Français ont payé plus de 30 milliards d'euros d'impôts, les ménages, j'entends. Et puis de l'autre côté, il nous dit aujourd'hui qu'il va diminuer de 6 milliards, ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait le montant réel, puisque un organisme l'a chiffré à 3 milliards. Mais tout ça pour dire qu'au bout, les contribuables aujourd'hui n'y comprennent rien. Des chiffres maquillés, des contribuables qui trinquent. Le monde d'après ressemble finalement pas mal au monde d'avant. Et pour cause, si certains à gauche s'inquiétaient de voir arriver avec Macron à la tête de l'État un jeune entrepreneur capitaliste, ils auront finalement eu un haut fonctionnaire au vernis de start-upper, mais qui ne parle pas le langage de la classe moyenne. Le maintien de l'impôt sur la fortune pour les seuls propriétaires immobiliers en est la parfaite illustration. La classe moyenne supérieure, qui préfère investir dans la pierre, est directement touchée par ce type d'impôt, alors que les catégories très aisées se tournent plus vers l'actionnariat et le jeu boursier. Finalement, après plus d'un an de présidence Macron, c'est son prédécesseur qui en parle encore le mieux. À la question « Macron est-il le président des riches ?», sa réponse ne tarde pas. Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Et si la réponse de François Hollande, se posant en juge de son successeur, peut prêter à rire, au vu du niveau de médiocrité de son propre quinquennat, il semblerait que sur cette question, l'ancien capitaine de pédalo voit juste. La catégorie aujourd'hui de contribuables qui est favorisée, c'est les très très grands contribuables qui ont plutôt une économie ou un portefeuille ou en tous les cas des avoirs mobiles, donc je pense notamment aux détenteurs d'actions et qu'on a bien compris en réalité que derrière cela, ce qu'Emmanuel Macron cherchait à faire, c'était relancer l'emploi. Mais ce que je ne comprends pas en tant que contribuable, c'est pourquoi diviser d'un côté entre les propriétaires qui auraient des actions, des biens mobiliers, des valeurs mobilières, et puis de l'autre côté les propriétaires immobiliers. Je pense qu'une fiscalité juste, c'est quand elle baisse pour tout le monde, et il suffisait pour cela de réduire les dépenses publiques. Réduire les dépenses publiques, un serpent de mer de la vie politique et administrative française depuis maintenant des décennies et qui nécessiterait un réel courage politique puisqu'une telle mesure conduirait à de grands mouvements sociaux. Reste qu'avec ses petites recettes fiscales, Emmanuel Macron ne s'inscrit pas en rupture avec ses prédécesseurs et les contribuables ont très vite pu le constater. Taxe toujours décidément avec la taxe d'habitation à présent, alors que le gouvernement avait promis une baisse de cet impôt pour 80% des ménages. La réalité est tout autre pour de nombreux contribuables, occasionnant un nouveau bras de fer entre les communes et l'État. Thibaut Bastide. Pour certains, elle disparaît progressivement, mais pour d'autres, elle augmente de façon significative. La taxe d'habitation n'en finit plus d'alimenter le débat politique. Alors que les avis d'imposition arrivent dans les boîtes aux lettres, de nombreux contribuables ont eu la mauvaise surprise de constater que la baisse de la taxe d'habitation promise par l'État n'était pas tout à fait, voire pas du tout, au rendez-vous. Les habitants de près de 6000 communes ont vu leur taxe d'habitation augmenter sur leur avis d'imposition 2018. Une mauvaise nouvelle pour l'État alors que
que cette réforme devait servir de gage social. Face au feu des critiques, le ministre des Finances et des Comptes publics, Gérald Darmanin, n'a cessé de défendre bec et ongle cette promesse gouvernementale. Selon lui, la réduction de 30% de la taxe d'habitation a bien été appliquée pour 80% des foyers français. Ainsi, il a rejeté la faute sur les municipalités qui ont décidé d'augmenter leur taux. D'ailleurs, l'État avait prévu la manœuvre en faisant apparaître sur le relevé de la taxe d'habitation un encart dans lequel est indiqué le montant qu'aurait dû payer un foyer sans la réforme fiscale, le montant payé et la différence si le maire de la commune a décidé d'augmenter le taux de la taxe. Ainsi, le fautif est tout trouvé, c'est la faute des maires. Un nouveau grain de sable qui s'ajoute à la méfiance déjà bien présente entre les collectivités et l'État. L'Association des maires de France avait d'ailleurs demandé plus de concertation dès le début de la suppression de la taxe d'habitation avant de dénoncer une atteinte à la décentralisation et à la liberté d'administration. Le torchon brûle donc entre les différents acteurs et les maires qui ont choisi d'augmenter la taxe d'habitation rejettent la responsabilité sur l'État en expliquant la hausse par la baisse des dotations. Ainsi, la politique du « ce n'est pas de ma faute, c'est la tienne » est de rigueur, avec comme à chaque fois le contribuable comme victime collatérale. Cependant, les deux parties devraient arriver à trouver un terrain d'entente en 2019 en voyant se profiler les élections municipales. Et voilà, on arrête un peu de parler d'impôts et de taxes et à présent on va se poser une question. Donald Trump est-il sous influence évangélique? Le président américain à l'humeur changeante et aux sorties très contrastées s'appuie depuis son arrivée à la tête de la Maison-Blanche sur les églises évangéliques, un atout qui exige en revanche des contreparties. Les églises évangéliques parmi les premiers soutiens de Donald Trump. Outre-Atlantique, la place donnée à la foi, au lobby et plus généralement à la société civile exige des présidents et des candidats d'être passés au peigne fin des églises et autres organisations. Ainsi, les candidats sont amenés à faire le choix de se rapprocher plus de telle ou telle cause, de telle ou telle communauté, autant de segments électoraux qui permettent de l'emporter puis de se maintenir au pouvoir. L'actuel président, haut en couleur, ancien personnage de télé-réalité qui a notamment fait parler de lui pour ses frasques sexuelles avec l'actrice pornographique Stormy Daniels, paraît à des années-lumière des standards que peuvent attendre les églises évangéliques d'un candidat et a fortiori d'un président. Pour l'essayiste Evelyne Josselin, une des rares journalistes à avoir prévu l'élection de Donald Trump, cette union peut paraître paradoxale mais s'apparente finalement plutôt à un mariage de raison. Ça semble un paradoxe étant donné que Trump a eu une vie personnelle, sentimentale assez mouvementée, 2 divorces, 3 mariages, il a été un playboy pendant des années à New York. Donc ça semblait un paradoxe que les évangélistes puissent le soutenir véritablement de façon utile et massive. Et en fait, c'est pas un paradoxe du tout. C'est parce que les évangélistes ont énormément souffert de la gauche depuis les années 60, il y a déjà eu, il y a plusieurs, vous savez, dans la bataille culturelle qui oppose la gauche et la droite, il y a aussi des questions de religion. Et donc, ils ont subi en première ligne les assauts de la gauche contre leurs valeurs et contre leur mode de vie et contre leurs croyances. Épaulé par plusieurs pasteurs, le président américain a donc trouvé dans les églises évangéliques un véritable soutien, un soutien qu'il doit cependant entretenir et qui le contraint à une bonne conduite, une ligne qu'il semble tenir depuis qu'il s'est engagé sur la voie du bureau ovale. Depuis 2015, quand il est descendu de sa tour pour annoncer sa candidature, jusqu'à aujourd'hui, sa conduite a été, sur le plan des mœurs, irréprochable. On ne peut pas lui trouver la moindre, d'abord il n'a pas le temps, et puis on ne peut pas lui trouver la moindre faute commise dans son mariage ou dans ça. Bon, et alors il a parfois des invectives que les gauchistes évidemment reprennent en les déformant contre les femmes qui véritablement exagèrent, parce que le féminisme aux États-Unis est devenu névrotique. Et donc il n'est pas parfait, mais c'est un excellent défenseur des églises, toutes les églises d'ailleurs, et de la chrétienté. Se posant en rempart de la chrétienté, Donald Trump séduit au-delà des électorats religieux et joue sur l'opposition au christianisme-islam, et cela non sans paradoxe puisqu'il est un farouche défenseur de l'alliance avec l'Arabie saoudite.
Et pour cause, la proximité entre Trump et les églises évangéliques le pousse à un positionnement ultra favorable à l'État d'Israël, d'où notamment le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Reste que pour le moment, le locataire de la Maison-Blanche semble avoir trouvé un certain équilibre grâce à ce mariage de raison avec les églises évangéliques. En revanche, une rupture avec cet important acteur de la société civile américaine marquerait à coup sûr sa mort politique. Pour vivre heureux, mettez les voiles. De nombreux Français envisagent de quitter la ville pour la campagne, et cela pour de multiples raisons. Un sondage IFOP publié le 9 octobre affirme même que moins de 20% des Français sont adeptes d'une vie complètement urbaine. 8 Français sur 10 estiment que vivre à la campagne représente un cadre de vie idéal. Des chiffres appuyés par ceux de la capitale et sa région. 80% des Franciliens déclarent vouloir quitter Paris. Seuls 19% des interrogés se complaisent dans un mode de vie complètement urbain. Le sondage, réalisé par l'Institut IFOP pour l'association Famille Rurale, nous en dit d'ailleurs plus sur les motivations de ces citadins qui entendent changer de vie. On apprend ainsi que la qualité de vie est sans surprise avec le calme, le moindre coût du quotidien et l'environnement moins pollué, l'élément qui motive le plus le désir de départ en milieu rural. Et pour cause, 62% des habitants en campagne disent éprouver un sentiment de bien-être. Et la tendance touche aussi les jeunes. En effet, 60% des moins de 25 ans se disent attirés par le monde rural contre 45% dans le reste de la population. Une tendance intéressante et qui peut s'expliquer par le rejet d'une certaine forme de modernité dévoyée que connaissent les jeunes citadins, mais aussi par la capacité à vivre à la campagne avec les mêmes outils professionnels et récréatifs qu'en ville, notamment à la faveur des développements du numérique. L'aspect de plus en plus cosmopolite des grands centres urbains peut aussi participer d'un rejet de ces espaces où le français moyen ne se sent plus forcément à l'aise pour des raisons sociales, sociologiques, culturelles ou même ethniques. Un désir de campagne qui touche donc de plus en plus de citadins, un désir qui relève cependant parfois du fantasme d'un monde rural idéalisé et qui provoque de véritables désagréments. On pense notamment au cas des fameux néo-ruraux, ces Parisiens qui partent vivre en milieu rural et intentent des procès à leurs voisins pour des chants de coq ou des odeurs de bouse de vache. En dépit de l'abandon de ces territoires de campagne par l'État central qui préfère arroser des banlieues à fort potentiel démographique, ce sentiment de rejet d'un mode de vie urbain pourrait donner naissance à un phénomène social intéressant d'exode urbain avec les transformations de mode de vie que cela implique. Actualité en bref, Thibaut Bastide. La burqa revient sur le tapis. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU, organe de surveillance du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, s'apprête à remettre en cause la loi française de 2010, la jugeant discriminatoire portant atteinte à la religion. L'instance, constituée de 18 juristes internationaux, devrait rendre en octobre ses constatations. Rassurez-vous, le comité n'a aucun pouvoir de contrainte et ses avis ne sont presque jamais respectés. Asia Bibi, toujours dans le couloir de la mort. Condamnée à la peine capitale pour blasphème en 2009, la Pakistanaise chrétienne a vu son cas examiné lundi par la Cour suprême du Pakistan. Le jugement a pour le moment été tenu secret, mais les juges se sont interrogés sur la véracité de l'accusation. Au Pakistan, les accusations de blasphème portées par un islam rigoriste frappent particulièrement les minorités chrétiennes qui représentent 2 à 3% de la population. Pour rappel, le Pakistan est un allié des États-Unis. Les rangs du PS toujours plus clairsemés. Ce vendredi, Emmanuel Morel a annoncé qu'il quittait le parti à la rose après 25 ans de service. Pour expliquer son départ, il fustige la position du PS qui refuse selon lui le rassemblement des gauches. Emmanuel Morel n'est pas le seul à quitter le navire socialiste puisqu'il a indiqué partir avec de très nombreux militants, des centaines de cadres et d'élus dont le sénateur Marie-Noëlle Lienemann qui devrait annoncer son départ samedi. François Hollande n'en finit plus de nous faire rire. Interrogé sur un éventuel retour en politique à plusieurs reprises, l'ancien président socialiste a confié qu'il pensait parfois revenir sur le devant de la scène. Les derniers sondages devraient tout de même le refroidir. Seulement 17% des Français interrogés souhaitent qu'il se présente à la prochaine élection présidentielle.
Henri Giscard d'Estaing dépouillé par des adolescents. Le 30 septembre dernier, le président du groupe Club Med et fils de l'ancien président de la République a été pris à partie près d'un distributeur de billets dans le 15e arrondissement de Paris. Alors qu'il composait son code secret, les malfaiteurs l'ont bousculé avant de composer un montant élevé puis de prendre la fuite en courant avec leur butin. Henri Giscard d'Estaing a porté plainte mais aucune interpellation n'a été réalisée. Il y a quelques jours, son père a d'ailleurs déclaré que le regroupement familial fut la pire erreur de son quinquennat. Un café dans la chapelle Saint-Jean à Saumur, et pas n'importe quel café, un levrette café. Une idée qui ne fait pas l'unanimité auprès des habitants du quartier. Ainsi, pour des raisons culturelles, pratiques, éthiques, mais aussi par respect religieux, une association a lancé une pétition en ligne pour empêcher l'ouverture de l'établissement. Elle a déjà recueilli une centaine de signatures et est disponible sur le site change.org en tapant Saumur levrette dans le moteur de recherche. Petit souci technique pour Soyouz. Jeudi, la fusée russe qui devait envoyer 2 astronautes à bord de la Station spatiale internationale a raté son décollage. Heureusement, les 2 passagers ont été éjectés et ont pu revenir indemnes sur Terre. Cependant, la défaillance de Soyouz pourrait bien pousser à abandonner temporairement la Station spatiale internationale car aucun plan B n'avait été étudié. C'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une, un entretien avec Laurent Oberton. Et ce soir, retrouvez immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp évoquent les solutions de l'AFP pour réduire le réchauffement climatique, le racisme anti-blanc et la réaction des journalistes français après la victoire de Bolsonaro au premier tour de l'élection présidentielle brésilienne. Également au programme, tête à clash, Franck Tanguy et ses invités débattent du retard du remaniement ministériel, de la démission de Gérard Collomb, des inquiétudes du GIEC sur le climat et de la réforme constitutionnelle. Il est très important de comprendre que si Collomb se tire, c'est pas uniquement pour reconquérir Lyon. Il aurait pu le faire, il aurait pu attendre un mois même s'il le faut. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir, les gens le problème de Macron, c'est qu'il est radioactif. Aujourd'hui, les gens qui sont associés à Emmanuel Macron ont un problème d'être touchés par quelque chose qui va leur nuire jusqu'à la fin de leur carrière. Et parce que c'est justement complètement irrationnel. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit la trajectoire récente, c'est très drôle, quand vous passez de Beltrame, de « m'appelle pas Manu », de vas-y, je fais une photo, tu me fais un doigt, etc., il y a quelque chose absolument erratique, en fait. Absolument. Samedi, dès midi, découvre un nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, Élise Blaise reçoit Florian Philippot pour présenter son livre « Frexit » et revenir sur son départ du Front National il y a un peu plus d'un an. J'étais face à Macron en avril qui est venu au Parlement européen. Je lui ai dit mes 4 vérités. Ça lui a pas plu d'ailleurs, il était comme ça, l'œil noir, le poing serré, il me regardait. J'ai cru qu'il allait venir descendre dans l'hémicycle pour essayer de régler ses comptes. Mais attention, parce que le piège, maintenant, c'est qu'on a l'impression de dire il suffit de refuser des bateaux et on croit qu'on a mis fin à la politique d'immigration massive. Mais c'est faux. Là, on va nous entraîner dans un faux débat. De toute façon, je ferai une liste. Là, on a presque bouclé le financement, ce qui était notre vrai sujet, parce qu'on a besoin on n'a pas d'argent public, donc j'en profite. D'ailleurs, on a besoin de donateurs. Ils le savent, vous le savez aussi d'ailleurs pour votre média. Mais voilà, donc c'est notre seul souci. Après, les convictions, on les a. Les personnes, les hommes et les femmes, on les a. Donc on y sera et on ne va pas laisser Macron quand même choisir son opposition. Et dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré au synode sur la jeunesse. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Un jour, par faiblesse, vous consentez à partir en week-end chez des amis à 2 ou 3 heures de Paris et vous vous laissez traîner dans la région à la recherche de ce qu'il y a à voir. Et dans le coin dont je parle, pendant le week-end auquel je fais allusion, ce qu'il y avait à voir, c'était l'abbaye de Corbigny.
un lieu autrefois sacré dont la réhabilitation a été l'objet d'un marchandage avec on ne sait qui. Enfin, on ne veut pas savoir, mais on s'en doute, parce que Mitterrand et la Nièvre, ça vous donne une idée. Donc il s'agit d'un lieu historique, XVIIIe siècle, qui est le théâtre de multiples animations, annuellement, festival de musique, etc., mais également d'une sorte d'exposition permanente d'art dit contemporain, celui qui consiste à détourner des plafonds, des voûtes, des colonnes de leur première vocation pour donner dans le déjanté, le festif, l'acrylique. Donc vous avez des salles jaunes, citron, bleu de Prusse, qu'on imagine sponsorisées plus ou moins par le roi Merlin. Vous avez là-dedans ce que des artistes contemporains appellent des propositions. Enfin, tout sauf des œuvres, ce qui m'a rappelé un épisode qui a eu lieu il y a 4 ou 5 ans dans une église de Lyon, l'église Saint-Bonaventure, où un artiste contemporain camerounais avait installé l'une de ses propositions. Et là, il proposait vraiment n'importe quoi, à savoir une colonne de 7 ou 8 mètres de casseroles empilées. Mais ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était les titres de la presse. Parce qu'on vous parlait d'une œuvre vandalisée dans une église et non d'une église vandalisée ou profanée par un type qui faisait des propositions à coups de casserole. Proposition lourdement financée par le Conseil général, évidemment, la DRAC, la FRAC locale, etc. On avait donc là un renversement complet des valeurs. C'était l'intrus qui était sacré et le bâtiment profané qui n'était plus. Il servait d'écrin, en quelque sorte, aux profanateurs. Alors je passe sur le fait que le type en question était camerounais, probablement hyper subventionné, tout exprès pour sauter d'un continent à l'autre et pour aller faire la nique aux bourgeoises blanches et lyonnaises, qui avaient la faiblesse de préférer les concerts d'orgue aux concerts de casseroles. Il était là pour offenser ses hôtes sur fond public. Et pourquoi dites-vous offenser, me demanderez-vous? Parce que l'œuvre en question a été détruite par des paroissiens en colère, donc s'il y a représailles, c'est quand même un indice assez fiable de ce que la chose a été perçue comme une offense, en plus par des gens qui l'a financé par les impôts, je vous le rappelle. Mais passons donc et rappelons que l'art contemporain et les élites de l'administration française, qui en favorisent le développement tous azimuts, ont une prédilection pour les églises, les abbayes, les lieux de mémoire en général, que c'est même une obsession depuis les années 50-60. Vous avez d'abord eu les vitraux géométriques immondes à violet et orange qui ont terriblement vieilli, le mobilier en inox, les tapisseries à la Lursa, et puis à partir des années Mitterrand, c'est le grand n'importe quoi des propositions de l'art conceptuel, mais il ne s'installe pas dans un hangar, un siège social à la Défense, le hall d'un aéroport, non, il s'installe exprès dans des lieux prévus pour l'harmonie, pour le recueillement, de préférence sacré. Le couronnement de la chose, ce sont les élucubrations de cet artiste indien à Versailles en 2015, Amish Kapoor. Vous savez, le fameux vagin de la reine, cette sculpture grotesque qu'il fallait absolument placer là, et non pas dans un quartier d'affaires, parce que la dégradation de Versailles a une valeur de symbole. Il faut tourner en dérision la prétendue grandeur française. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que pour l'avoir dit en ces termes, dans le Figaro, j'ai été, votre serviteur, réprimandé par le New York Times il y a 4 ans. C'est donc bien la preuve que le sacré a changé de camp. Il faut dire que l'œuvre en question a été profanée par un amoureux de Versailles, tout comme cette fameuse sculpture gonflable à verre pomme, vous savez, l'avait été place Vendôme. Mais pour vous convaincre davantage qu'il s'agit de s'attaquer au sacré tout court, je voudrais vous citer une œuvre qui a été présentée à Pamplonne, dans une région d'Espagne où j'étais en poste il y a quelques années. Un artiste a trouvé amusant d'aller communier 200 fois à l'église pour recueillir l'hostie et pour réaliser une œuvre en disposant toutes ces hosties consacrées par terre pour former le mot pédéraste sur le sol d'une salle paroissiale, laquelle salle avait été cédée à la mairie pour des activités strictement culturelles en conformité, disait le texte, avec l'esprit des lieux, et c'est le tout signé par le diocèse, donc esprit spirituel. Vous imaginez comme c'était le cas. Là, une pétition de 100 000 noms a été réunie, et je n'ai pas vérifié si le New York Times a joué son rôle habituel de garde-chiourme de la modernité, et a trouvé scandaleux que les paroissiens s'énervent à ce point, mais c'est tout à fait possible. D'ailleurs, le musée Guggenheim de Bilbao, qui est une véritable ambassade du mondialisme profanateur, se trouve à 2 pas. Ça s'appelle Campagnol TVL, c'est sur YouTube. À bientôt, merci.